Il y a des moments où ça se passe vraiment facilement, c'est fluide, on a 10 000 idées à l'heure, mais il faut aussi nourrir sa créativité. Et comment ça se passe? Eh bien, ça se passe en allant se promener, en prenant le temps de regarder, de s'imprégner des ambiances, de tester différentes choses. Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour cette petite vidéo où j'avais envie de vous partager les coulisses du travail que j'exerce. Alors c'est un petit peu différent peut-être de certains artistes qui ne font que ça. Personnellement, il y a différentes activités qui se regroupent autour de ce même thème de la non-dualité. Mais voilà, il y a des coulisses aussi et je vais vous faire le tour un petit peu de mon lieu de travail aujourd'hui. J'ai aussi envie de vous expliquer en quoi consiste vraiment cette vie. Parce que le spectateur, quand il regarde une œuvre d'art, eh bien, il voit le travail fini, il voit un dessin, une peinture, une sculpture, enfin peu importe ce que l'on crée, mais il ne sait pas tout ce qu'il y a derrière. Et c'est important de le savoir parce qu'une question qui m'est vraiment souvent posée, c'est combien de temps ça te prend pour faire ça? Et je pense que si vous êtes artiste, comme moi, vous avez beaucoup de mal à répondre à cela parce que si on ne tient compte que du coup de crayon en tant que tel, évidemment, on pourrait mesurer le temps que l'on y passe. Mais il n'y a pas que ça. J'ai une amie qui est styliste et qui a travaillé pour des grands couturiers, qui a aussi réalisé de nombreuses vitrines, des très très beaux étalages. Et elle me disait qu'à l'époque, quand elle faisait ce travail, eh bien, dans son temps de travail, il y a des heures pour lesquelles elle était payée pour aller se promener en ville. Vous allez dire: «Waouh, c'est cool comme boulot!» Oui, on pourrait le voir comme ça. Mais le cool, c'est qu'en fait, eh bien, on ne peut pas pondre des idées comme ça sur commande quand on est un artiste. Il y a des moments où ça se passe, il y a des moments qui sont comme propices à la création, il y a des moments où ça se passe vraiment facilement, c'est fluide, on a 10 000 idées à l'heure, mais il faut aussi nourrir sa créativité. Et comment ça se passe? Eh bien, ça se passe en allant se promener, en prenant le temps de regarder, de s'imprégner des ambiances, de tester différentes choses. Ça peut être parfois le fait de manger une glace qui, grâce au parfum que l'on goûte, va susciter des idées en nous. Donc il y a mille et une façons de nourrir sa créativité. Ça peut vous paraître amusant ce que je vous raconte là, et assez cool, mais c'est tout de même une anecdote. Ce n'est pas non plus si courant que ça d'être payé pour aller se promener en ville pour trouver des idées. Néanmoins, c'est une des activités de l'artiste. Il lit, il regarde, il va voir les expositions des autres, il regarde la nature, il s'imprègne de beaucoup d'ambiance, et c'est tout ça qui est retranscrit dans son œuvre. Il faut savoir aussi que quand vous voyez un résultat final, ce n'est pas le propre d'un travail de 2 heures, 3 heures ou 10 heures, c'est le travail de toute une vie, c'est toute l'expérience acquise au fil des ans qui est là sous vos yeux. Ce n'est pas uniquement l'objet de quelques heures de travail. Et cette expérience, c'est difficile de calculer le temps et de calculer combien ça vaut, mais c'est un fait. C'est comme un sportif, quand vous voyez ses exploits sportifs, ce ne sont pas les exploits du moment, c'est de nombreuses heures à faire de la musculation, à faire des exercices d'assouplissement et à s'entraîner qui donnent ce résultat-là. Et pour en revenir aux coulisses de ce travail, eh bien, quand on commence à peindre, il y a tout le travail de préparation avant. Il faut acheter ses couleurs, acheter ses pinceaux. Quand le travail est terminé, il faut nettoyer ce matériel. Il faut préparer sa toile ou sa feuille de papier. Il faut préparer sa table de travail, son environnement, la lumière, faire attention à tous ces paramètres-là. Donc ça demande un temps de préparation. Il y a parfois un temps de documentation aussi quand on veut représenter, je ne sais pas moi, une chaussure par exemple, eh bien peut-être qu'il va falloir trouver des photos de chaussures qui correspondent à ce que l'on veut dessiner. Et quand le travail est terminé, eh bien,
c'est pas tout, il faut le présenter son travail. Il y a aussi un temps pour, recadrer les choses, pour les mettre en valeur avec un passe-partout, avec un encadrement. Et quand c'est terminé, s'il s'agit d'une commande que quelqu'un nous fait, eh bien, il faut encore la livrer aussi. Donc soit on va au domicile de la personne, soit on fait une livraison par, colis postal, mais quel que soit le mode de livraison, il faut se déplacer, il faut aller jusque-là et il y a aussi des coûts par rapport à ces frais de livraison. Donc vous voyez, quand on est un artiste, il n'y a pas que le fait de réaliser son œuvre, il y a vraiment tout le travail autour. Celui de l'organisation, celui de la livraison, celui du fait de se nourrir pour pouvoir reproduire quelque chose. Il y a toute l'expérience de vie qui se déroule sous le pinceau, sous le trait de crayon. On pourrait dire que c'est un processus, c'est pas un travail qu'on peut minuter. Il y a tout un processus qui est là. C'est ça dont il faut tenir compte quand on évalue la valeur d'une œuvre d'art. Et c'est aussi pour vous dire que l'artiste, il ne peut pas que dessiner ou peindre, il doit aussi s'occuper de ces choses-là. Et il y a souvent un statut d'entrepreneuriat derrière, ce qui veut dire qu'il y a une comptabilité, qu'il y a des comptes à rendre aux organismes de l'État, il y a des taxes à payer, donc il faut être en ordre aussi au niveau des documents administratifs et comptables, et ça ne se fait pas tout seul, c'est une partie du travail de l'artiste aussi. Alors évidemment, s'il est très connu, il y a du monde autour de lui qui va l'aider pour toutes ces choses-là. Mais dans un premier temps, quand on est seul, eh bien, il faut être multicasquette et tout faire par soi-même. Et ça, c'est vraiment la réalité du terrain. Je connais des artistes aussi qui se déplacent énormément, qui doivent louer un véhicule pour transporter leurs œuvres d'un endroit à l'autre, pour aller les exposer, les montrer. Alors en tant que visiteur de ces foires ou de ces expositions, on ne se rend pas toujours compte non plus de toute cette énergie qu'il faut pour transporter ces œuvres. Il faut les emballer correctement, hein, pour ne pas les abîmer. Puis il y a tout ce temps que l'on passe à les accrocher, à nettoyer les vitres pour que ce soit impeccable. Tout le temps que l'on met ensuite à rentrer tout ça chez soi, tous les invendus. Et le coût, bien sûr, de toutes ces salles d'exposition, des frais de transport, des frais d'hôtel et de tout ce qui tourne aussi autour de ces expositions. Alors mon message ici, c'est pas, de rendre les choses plus difficiles qu'elles ne le sont, ça a ses propres difficultés, c'est clair. On ne fait pas que s'amuser en faisant de la peinture, on a tout ce qui tourne autour et qui parfois est fastidieux. Mais c'est aussi pour que le spectateur puisse se rendre compte de ça et apprécier toute la valeur du travail dans son intégralité, dans sa globalité. Aujourd'hui, j'ai choisi de filmer certaines de ces étapes parce que c'est aussi intéressant de voir l'envers du décor, d'être un petit peu dans les coulisses. Voici un de mes derniers tableaux, donc ce visage qui apparaît aussi avec d'autres visages, d'autres formes qui viennent de je ne sais où. Et bien, quand j'ai terminé, je les fixe et puis je les emballe soigneusement dans un plastique avec le passe-partout quand j'en ai déjà en stock. Et lorsque ma commande de cadre arrive, parce que je regroupe, hein, une fois de temps en temps mes commandes, je vais l'encadrer. C'est un cadre que j'estime provisoire, ce sont des cadres bon marché et surtout, avec une vitre qui n'est pas en verre mais en plexi, ce qui évite la casse lors des transports, lors des livraisons par la poste. Évidemment, je propose toujours, à l'acheteur, à l'acquéreur, de remplacer ce cadre, de le faire encadrer correctement par un professionnel une fois qu'il a reçu le tableau. Mais disons que ça peut être temporaire, ça peut quand même, être utile, le temps de faire cet encadrement. Alors il faut être un peu soigneux, voilà, enlever les plastiques, qui permettent que ça reste propre et aller avec beaucoup de délicatesse pour ne pas ajouter de poussière. Alors ma table, vous voyez qu'elle est pas, blinquante, mais elle est propre en soi, hein. C'est juste qu'il y a des traces qui restent là des peintures précédentes. Et voilà, j'encadre donc de manière très sommaire. Il y a un passe-partout, il y a, l'œuvre réalisée, un petit papier que
juste avant de replacer le couvercle en bois et puis, bien refermer les attaches et voilà, ce cadre provisoire est quand même déjà pas mal. En tout cas, ça présente mieux que de mettre le dessin comme ça dans une enveloppe. Un petit coup pour enlever les petites poussières. Moi, j'aime bien que ce soit vraiment très, très propre. C'est pas évident de le garder comme ça, mais j'essaye au maximum que ce soit bien, voilà. Voilà le résultat et je le place à côté toute une série que je viens de terminer. J'aime bien faire ça pour moi-même, avoir le coup d'œil de temps en temps, voir un ensemble, voir ce que ça donne. Je me réjouis toujours de ce moment du résultat. J'aime bien passer du temps à le regarder. Évidemment, avec le plexi, il y a beaucoup de reflets. Regardez, il y en a encore d'autres ici qui sont en attente, hein, c'est vraiment mon lieu de travail ici. Voilà, il y en a qui sont encore prêtes à être encadrées ici, des plus petites qui sont terminées. Regardez, je profite, je vous mets un petit coup d'œil par la fenêtre parce qu'il fait trop joli ici, c'est la mer, c'est magnifique. C'est un paysage dont je me délecte chaque jour et que j'apprécie vraiment avec beaucoup de bonheur. Et pendant ce temps-là, bah, vous voyez, la pièce de vie qui est transformée en atelier, en fait. Du moins le temps que j'y travaille, parce que quand j'ai de la visite, ben, il faut aussi que je range tout ça. Et voilà, vous avez un petit aperçu. Ça paraît peut-être un peu plus intime comme ça de vous partager tout ça, de vous partager aussi mes peintures de près, avec des détails ici. Ça, c'est vraiment ce qui est peint de manière spontanée, ce qui surgit quand je me mets au travail. Je ne savais pas du tout avant ce que j'allais faire et voilà le résultat. Et puis en ce qui me concerne, eh bien, il n'y a pas que la peinture, bien que j'adore ça, mais il y a aussi, une autre chose que j'aime, c'est mettre en lumière le travail des autres par les interviews que je réalise et là, c'est mon coin vidéo, celui où je fais les interviews. Vous voyez l'envers du décor ici. C'est un peu bricolage, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Je suis pas en studio et donc chaque fois que je réalise un interview, eh bien, c'est un petit peu de gymnastique. Il faut préparer aussi l'endroit et quand c'est terminé, il faut tout ranger et j'espère par là aussi que vous compreniez que quand il y a un désistement dernière minute, eh ben ça c'est pas gai pour moi parce que ça demande aussi du travail de préparer tout ça. Quand l'interview est terminée, eh bien, il y a tout un travail de montage parce que je ne vous le sers pas tout cuit comme ça, non, non. Et je coupe tous les «e». Quand il y en a beaucoup trop, je coupe certains moments de silence qui sont trop longs, quand la personne réfléchit à ce qu'elle va répondre. Et puis j'ajoute tout ce qui est visuel, auditif, puisque ce sont des interviews d'artistes, il faut que ce soit beau à regarder, il faut que ce soit agréable visuellement et aussi, si possible, de manière auditive avec là, une petite exigence, c'est que l'intervenant ait un bon micro pour que ça se passe au mieux. Et donc, c'est aussi la gestion d'un agenda parce que bah, il faut prévoir ce temps pour interviewer les personnes. Et en plus, il y a un petit temps de préparation parce qu'au préalable, je discute avec eux, j'essaie de comprendre leur univers pour avoir de bonnes questions à leur poser le jour de l'interview. Donc, il y a la préparation, il y a l'interview en tant que telle, il y a le montage par la suite et ensuite encore sa diffusion, la création des vignettes, du descriptif de la vidéo et tout ce qui va avec. Ça aussi, j'aime bien de vous en parler parce que faire un interview, c'est pas uniquement le résultat que vous voyez quand vous regardez l'écran, c'est aussi tout ce qu'il y a là autour. Parfois, il y a aussi le fait de lire l'ouvrage de la personne, le fait de se déplacer, d'aller voir une de ses expositions. Vraiment, ça peut être un travail conséquent parfois. Et puis, vous le savez, il y a une troisième casquette me concernant, c'est aussi tous mes accompagnements. J'accompagne les personnes qui sont en quête d'un mieux-être dans leur vie, parce qu'elles traversent des difficultés, des problèmes que j'ai moi-même aussi rencontrés dans la mienne, hein, qu'il s'agisse du deuil, qu'il s'agisse de profondes remises en question. Et cet aspect spirituel qui est un fil rouge important dans ma vie. Et j'accompagne tous ceux qui ont envie aussi d'entreprendre ce chemin puisque ça a été mon parcours, et bien je le transmets avec joie à ceux qui s'adressent à moi. Donc on pourrait dire que tout ce que je fais en fait, c'est au service de l'autre parce que
Mes peintures sont des formes de transmission médiumnique. C'est des mots qui veulent dire tout et rien à la fois, j'en suis consciente, mais je ne sais pas comment les décrire autrement. Quand je me mets à peindre, je ne sais pas toujours ce qui va surgir. Je le sais même très rarement, à vrai dire. Je démarre vraiment le moins souvent possible avec une intention, c'est ce qui surgit, ce qui apparaît au moment même. Et il se peut que ce soit des figures d'animaux, des figures de personnages. Parfois, c'est complètement abstrait, mais c'est quelque chose qui est vraiment un élan spontané. Et puis tout ce qui a été mon apprentissage, comme je vous le disais, cette expérience de toute une vie m'est évidemment utile et va m'aider. J'ai pas besoin de réfléchir pendant 120 ans pour savoir comment dessiner un orteil, par exemple, c'est de l'acquis par l'étude préalable. Mais, les idées, tout ce qui surgit, c'est une grande, grande, grande part d'intuition, de lâcher prise, de me laisser aller par l'instant présent, par ce qui surgit vraiment en ce moment même, au moment où je prends mon pinceau ou mon crayon. Et donc, je réalise des tableaux qui sont vibratoires et qui soit sont dus à l'élan de mon cœur, mais aussi parfois en connexion avec l'élan de l'autre. C'est-à-dire que je peux réaliser sur commande des créations qui sont destinées à une personne en particulier. Et c'est pour ça que je dis que ça peut être un peu médiumnique ou quelque chose qui relève de la guidance ou du soin, si on veut, bien que ce soit difficile à expliquer avec des mots, puisqu'il s'agit surtout de le sentir, de le percevoir, de le vibrer en fait. Et donc, que ce soit par l'art, que ce soit par mes accompagnements, oui, il y a toujours cet attrait pour l'autre, pour la transmission, pour le partage. Et c'est vraiment une joie pour moi de faire toutes ces choses. Alors aujourd'hui, bah voilà, j'avais envie de vous partager un peu mon quotidien, de vous partager les coulisses de mon travail, ce qui se cache un peu derrière la figure que vous voyez parfois, qui vous donne soit quelques conseils de peinture, soit, dans le cas des interviews, quand j'interroge quelqu'un, quand j'ai une discussion moi-même sur mes propres activités, que je suis interviewée par d'autres. Il y a aussi, les écrits parce que oui, j'écris aussi. Oui, c'est pas fini. Je crois que la liste, elle est longue avec tout ce que j'aime faire, mais il y a toujours, toujours ce fil rouge de la non-dualité, c'est-à-dire notre essence profonde, cette présence en soi, cette paix que tout le monde peut retrouver lorsqu'on prend le temps d'être dans le silence, de se reconnecter à ce qu'il y a de plus profond en soi. C'est quelque chose qui est notre essence propre et notre essence commune à tous. On partage tous ce même espace de silence paisible à l'intérieur de nous. Pour ça, il faut prendre le temps de s'y connecter, bien sûr, de faire taire le mental, de ressentir la présence et de s'y adonner pendant un moment. Et pour moi, l'acte créateur, il part de là parce que tous les éléments de la création existent déjà. Je n'ai pas inventé le rouge ou le bleu, je n'ai pas inventé le carré ou le cercle. Heu, un écrivain n'a pas inventé les lettres et les sons, et le musicien n'invente pas les notes. Tout est là. C'est juste qu'on les assemble et qu'on sert quelque part d'intermédiaire pour ce qui existe déjà d'une manière invisible, mais qui se manifeste dans la matière grâce à l'acte de celui qui réalise l'œuvre. Et j'adore vous partager ça. Je vous invite à visiter mon site si ce n'est pas déjà fait, visiter ma galerie, peut-être qu'il y a quelque chose qui va vous plaire, qui va vous parler, qui va résonner en vous. Et n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, c'est gratuit, moi ça me fait très plaisir et je vous en remercie déjà. À bientôt.